Le podcast du Centre national du livre aime les écrivains, qui débarquent dans les grands entretiens pour faire entendre leur voix unique. Au programme Chemin de traverse, écriture qui bouleverse. Écoutons les pensées, sages, énervées, extatiques, et laissons-nous bousculer pour ne plus revenir à l'identique. Avec son roman Les Derniers Américains, publié aux éditions La Croisée, traduit par Héloïse Esquier, Brandon Taylor propose une satire réjouissante de ses contemporains en étrillant les faiblesses et les égos d'une bande d'étudiants qu'il confronte à leurs idéaux dans une ville de l'Iowa en déshérence. Ils sont artistes, ils ont soif de reconnaissance, de sexe et d'équité. Qu'en est-il de la rigueur des engagements quand la réalité s'amuse à les malmener ? Ce roman a bénéficié d'une aide du CNL à la traduction. Brandon Taylor, dans son livre, c'est parti. Pour écrire un roman social, faut-il être empathique ? Yes, to a degree, I think you have to be able to imagine the interior lives of other people. That feels pretty essential to the process. Oui, je pense que c'est important d'être capable de s'imaginer la vie intérieure de d'autres personnes que soi-même, de se mettre dans leurs chaussures, ça me paraît effectivement essentiel dans le processus. Faut-il se débarrasser de son environnement immédiat, de son propre déterminisme, pour créer des personnages ? Yes, sometimes, but I think it's more that I use my experiences to imagine what it's like for other people. And so in imagining situations, yes, but when it comes to interpreting, I say I use my experiences to understand them better. Jusqu'à un certain degré, oui, notamment pour imaginer des situations qui vont toucher des personnages qui me ressemblent pas. Cependant, pour me mettre à leur place, pour interpréter, pour ressentir ce que eux ressentent, j'utilise plutôt mes propres expériences en fait. Et j'utilise mes propres expériences pour imaginer ce que peuvent ressentir des personnages qui ont eux d'autres caractéristiques peut-être. L'acte de création se trouve-t-il dans l'ordinaire, le quotidien, à l'image de votre personnage, Seamus? Well, for me, there is a very strong relationship between the mundane and artistic expression. Mm-hmm. I think that for me, I am drawn to the mundane because I find it is like full of meaning and significance, and that my goal as an artist is to channel sufficient attention upon the mundane to sort of elevate it to a place of art. And I think that when I'm writing a character like Seamus, I think I'm trying to dramatize that dynamic of taking the mundane to a place of artistry and art, and to show people making art from the mundane. Mm-hmm. Je crois que pour moi, il y a une relation assez profonde entre l'ordinaire, le quotidien et la création artistique, parce que pour moi, l'ordinaire, toutes les choses auxquelles on fait pas attention justement sont pleines de sens. Il s'agit d'essayer d'arriver à faire porter via l'écriture l'attention du lecteur sur la dimension un peu profonde de ce quotidien, et à l'inverse d'écrire d'une façon quotidienne sur le travail d'écriture des poètes et de Seamus. Voilà, le personnage de Seamus est un peu là aussi pour représenter ce rapport entre le quotidien et la création. Les Derniers Américains est-il un roman sur la lutte des classes? Class is really important to me as a writer to capture it and to dramatize it, because class is so invisible in America. It feels important to render it visible and to show how it impacts and shapes the lives of young people, particularly artists. And so, yeah, I think class is a big part of the book. Les classes, c'est quelque chose qui est très important pour moi parce que c'est très souvent invisibilisé aux États-Unis, invisible. Et il s'agit vraiment de rendre ça visible parce qu'en fait, ça impacte énormément la vie de ces jeunes personnages et en particulier aussi des créateurs. Votre roman a été qualifié de roman moderne par la critique. Comment l'interprétez-vous? Well, I think, on the one hand, I'm grateful that they feel it's not too old-fashioned, and that it is contemporary and speaks to contemporary ideas and feelings with contemporary expressions, and that it does come out of this moment. So
I feel good that they don't feel it's just fusty and old. Quelque part, je suis content que les gens trouvent que c'est pas trop démodé, en fait, plutôt trop suranné, et que ça puisse quand même parler et répondre à des questions contemporaines, hein, et dans une expression contemporaine. Je dis ça avec presque un peu d'amusement, parce qu'il y a aussi une structure que... Je dis ça parce que vous décrivez aussi les mutations qui ont économiques, qui ont aussi façonné cette ville, l'Iowa, donc où se situent vos personnages. Yeah, well, for me, so much of fiction is about the impact of place and setting. And I want to write about the specific ways of life of a group of people in a particular place. And so it's partly because I love to sort of observe people in Iowa City, but partly it's just me trying to be honest about the material lives of my characters. Pour moi, de toute façon, l'impact du lieu et du cadre dans un roman est quelque chose de vraiment fondamental. Et pour moi, l'idée, c'était, comme j'ai beaucoup observé ça, c'était d'écrire les vies, les manières de vivre d'un groupe de personnes dans cette ville d'Iowa, et qui est donc modée par ces transformations. Et j'essayais juste avoir une vision honnête. Pourquoi faire un roman honnête est-il si important pour vous? For me, the primary focus of all of my art and my way of life is to be direct and clear and honest, because I feel that honesty about the way people live and relate to each other is a key to understanding and revealing something about life. And yeah, I feel that it's crucial to really understanding the way that we live in the world. And so without honesty, I feel that my art would be immoral more than anything else. Like, that's the thing I hate, is immorality in art. Pour moi, le fait de rechercher une attitude directe, claire et franche, c'est une des choses les plus importantes à la fois de ma vie et de mon art. Parce que pour moi, le fait d'observer sans tabou, sans œillères et sans la manière dont les gens vivent et se relient entre eux et ont des relations, c'est vraiment la clé qui permet de révéler et de comprendre la manière dont on se positionne dans le monde, sans quoi mon travail serait amoral, et ça, c'est vraiment quelque chose que je déteste. Seamus rejette le politiquement correct qui, pour lui, entrave la création pure. The writer D.H. Lawrence once said that art is immoral when we let external values determine how we depict the relations between things. And for Seamus, I think he is grappling with that. The tension between the values of his workshop and the values that he personally holds. And he has to work through that tension, and he fights against their values, and eventually I think comes to realize, like, he just has to express himself, and that is the real thing he should be trying to do, not even fighting others, but just expressing himself. D.H. Lawrence a dit un jour quelque chose comme l'art devient amoral lorsque des valeurs externes viennent interférer. Seamus, en fait, se débat un peu dans son travail et dans sa vie avec cette tension entre les valeurs de son groupe de poètes, justement, qui sont peut-être dans un mouvement qui pas politiquement correct comme ça, très les siennes propres, avec lesquelles aussi il est en tension par moment, et peut-être dans la deuxième partie notamment, il arrive à un moment où il comprend enfin que l'important c'est qu'il s'exprime lui-même, en fait. Il y a un moment qui est assez beau when the girl he accused of something just sort of sees him and when he reads his text, and that
says she's been caricatured before. At that time, you're like, no, she's a real person. And she heard him. Il y a un moment où justement il y a une des personnes du groupe de poésie dont il se moquait beaucoup agressivement au début, qui quand il finit par lire le poème dans lequel il s'est exprimé et qui le terrifie lui-même, hein, en fait c'est elle qui entend ce qu'il a écrit en pensant ne l'écrire, même pas l'écrire, quoi. Donc il y a un très beau moment où finalement ces valeurs à la fois en tension se rencontrent en quelque sorte. Brandon Taylor, peut-on se passer de la réalité? Reality is about perception, and I've come to feel that my perception of reality is just one of many, and that other people's perceptions are also one of many, and I have found that as an artist like very freeing, that there isn't one sort of capital R reality, but many, many different subjective realities, and trying to negotiate that. And so maybe a little bit I've done away with reality, but just the big one, the big reality. Pour moi, la réalité a beaucoup à voir avec la perception, et je finis par comprendre que ma propre perception est une parmi d'innombrables, hein. Et que peut-être finalement la réalité avec un grand R, c'est un concept très flou qui n'existe pas vraiment, et j'ai trouvé ça très libérateur en tant qu'écrivain, en tant qu'auteur, en tant qu'artiste. Et bon bah finalement peut-être que je m'en suis passé mais uniquement de la réalité avec un grand R. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes le nouveau Tom Wolfe? The new Tom Wolfe, I don't know, but I do find a lot of inspiration in the way that he wrote about his contemporaries in his time period and gave a form to the time and asked important questions of powerful people and powerful institutions. And that is something that I, as an artist, am trying to do, trying to give a form and a name to my time. And yeah, I find a lot of inspiration in that mission. And the meanness is so much fun. He's so mean. Je sais pas si c'est nouveau Tom Wolfe, mais c'est vrai qu'il y a des choses que je peux reconnaître, comme le fait d'avoir tenté de donner une forme, en fait, et d'oser questionner son temps, et de lui donner une forme et un langage sur son temps, et d'avoir été très très critique de personnes très puissantes, et moi en tant qu'artiste c'est ce que j'essaie de faire, de donner une forme et un nom à l'époque qui m'entoure, et sinon je me reconnais dans sa méchanceté parce que c'est tellement drôle. Vous auriez pu choisir une autre discipline artistique, ou l'écriture s'est-elle imposée à vous? Well, before I was a scientist, and I didn't think that I would be a writer, but writing did feel that writing chose me for most of my life. But with this book, when I got stuck, I couldn't write, and I felt that I had been abandoned. So I chose photography as a way just to express myself. Good. And eventually the writing came back, and now I feel that I choose writing rather than it choosing me, and it feels much healthier. Et j'ai commencé par faire des études scientifiques, comme il l'évoque d'ailleurs dans le premier roman. Mais bon, l'écriture, j'ai toujours eu l'impression toute ma vie que l'écriture m'avait choisi. Mais vers le moment où j'écrivais là, ce roman-là, j'ai l'impression qu'elle m'avait complètement abandonné. Et à tel point que je me suis mis à la photographie pour m'exprimer pendant un temps. Et maintenant, bon, là, j'ai retrouvé le chemin, mais maintenant j'ai plus l'impression que c'est moi qui choisis l'écriture, et qu'en fait c'est beaucoup plus sain comme ça. Devient-on adulte quand on matérialise l'acte de création, ou au contraire, cela nous permet-il de rester un enfant au sens large? I think that what changes is really your relationship to creation. I think as a child, you create with no real sense of value or any sense of judgment. You are just doing it because it feels good and feels right. And as you grow up, suddenly it's complicated by food and shelter and all this other stuff. And as an adult, you try to get back to that place of freedom. And
but at the heart of it, it's still the same thing, creation. And really what's changed is your awareness of all the bullshit in the way. C'est plutôt le rapport avec la création peut-être qui change. Quand on est petit, on crée sans se soucier de questions, même de la valeur que ça peut avoir, de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, on le fait juste parce que on en a envie, quoi, mais que c'est agréable. Et à mesure qu'on grandit, on commence à prendre conscience de tout, déjà des nécessités, de vivre, de payer à manger, de se payer un toit. Et en fait, on passe son temps à essayer de rechercher cet endroit de liberté enfantine dans la création. L'actualité aux États-Unis est-elle source d'inspiration? The United States right now is a place of great confusion and agony, and I find that very difficult to sort of get my head around. But at the same time, I think it makes me feel somehow that my work is more necessary. Mm-hmm. That as long as I am bringing clarity of thought to my work about Americans, then perhaps I can begin to understand some of the mess that we are in. Les États-Unis en ce moment, c'est grande confusion, beaucoup de souffrance, c'est comme un pays moribond et que j'arrive pas à comprendre en fait. Quelque part, ça fait que ça me donne l'impression que mon travail est d'autant plus important. Parce que si j'apporte la clarté de ma pensée à mon propre travail au sujet des Américains contemporains, peut-être que ça va m'aider et aider peut-être d'autres à y voir plus clair. Vos personnages ne seraient-ils pas les premiers Américains puisqu'ils ont une conscience aiguë du monde qui les entoure? I think that is a very optimistic interpretation, and I really like that. I think that in America right now, on the right, the very, very conservatives, they look at people like me and my peers as the last Americans because we represent this repudiation of their idea of American ideals. But in a lot of ways, you're right. We are the first generation. In a lot of ways, we are born into a generation of unprecedented freedom, and knowledge, and so perhaps we do represent both the end of something in American culture, but also hopefully the beginning of a new Pax Americana, a sort of new American peace and freedom. Hopefully. C'est une vision optimiste, mais j'aime bien ça, parce que c'est vrai que pour une partie de la droite très, très conservatrice américaine, moi et ma génération représentons vraiment la fin de toutes les valeurs qui faisaient l'Amérique et tout ça. Cependant, d'un autre côté, nous sommes effectivement une des premières générations à vivre dans une telle liberté. Et ce que nous allons en faire, après tout, peut-être, allons-nous représenter une nouvelle Pax Americana, espérons-le. C'est très optimiste, mais... Les hommes blancs, à la télé, ils en parlaient tout le temps, n'est-ce pas? La disparition de la glorieuse classe moyenne américaine. C'est de là que venaient ses parents. Ils avaient eu de l'argent, puis le socle sur lequel reposait cet argent avait été érodé par les droits de douane et les impôts, la délocalisation du capital et le travail à l'étranger, l'effondrement de l'agriculture et de l'industrie, l'infrastructure des fortunes américaines du milieu du XXe siècle qui s'émiettaient, avant d'être détruite par les réalités surchargées des années 90, règne des néolibéraux et des néoconservateurs. Reagan, Bush, Clinton et maintenant Obama, tout avait disparu à présent, stock épuisé, ou du moins reconfiguré et enfermé derrière des séries de restrictions encore plus sévères. Il fallait de l'argent pour accéder à l'argent, et ce qu'il leur restait, aux centaines de milliers de familles qui en avaient autrefois assez pour assurer le confort de la génération suivante, ce qu'il leur restait, c'était rien du tout. Ce n'était le souvenir amer des maisons qu'ils possédaient avant, des terres qui appartenaient jadis à un tel dans l'arbre généalogique, sans parler de la spécificité noire, des générations de noirs de la haute à la peau claire, épousant des noirs de la haute à la peau claire, les femmes avec leur père, les hommes avec leur montre Harry Winston. Tout ce temps passé à bien faire comprendre qu'ils venaient d'une longue lignée de citoyens libres, sortis de l'esclavage depuis 10-12 générations, libérés de la tâche de ce joug ancestral. Oubliez la course à la respectabilité qui marquait tout ça.
Cette idée embryonnaire, mais très présente, que s'ils avaient jamais vraiment valu quelque chose, les esclaves, là, ils ne se seraient jamais fait choper. Toutes ces insanités, ces conceptions erronées, transmises avec l'argent, qui s'évaporaient avec le temps. Mais Goran ne savait rien de tout ça. Ses parents étaient blancs, ils avaient encore de l'argent. La famille de Timo, non. Donc non, il n'était pas tout comme Goran. Pas du tout. Le roman de Brandon Taylor, Les Derniers Américains, publié aux éditions La Croisée, traduit par Héloïse Esquier, a reçu une aide à la traduction du Centre national du livre en 2023. Il s'agit de son deuxième roman après Real Life, paru en France en 2022 aux éditions La Croisée, qui rencontre un engouement qui le distingue comme une voie littéraire américaine à suivre absolument.